Dans le grand album du capitalisme français, vous connaissez sûrement les visages de Bernard Arnault, Liliane Bettencourt, Serge Dassault, les Pinault, père et fils, ou Xavier Niel. Ils sont parmi les plus célèbres et les plus riches industriels de France. Mais connaissez-vous André Mullier, Thierry, Patrick, Gonzague, Arnaud, Gérard ou Vianney Mullier? Bref, la famille Mullier, ça vous dit quelque chose? Sans doute pas. Pourtant, les Mullier sont nos plus proches voisins. Il suffit de mettre le nez dehors, faire quelques kilomètres, et tout à coup vous êtes cerné. Saint-Maclou, Kiabi, Nord-Auto, Boulanger. Une enseigne tous les 100 mètres, celle qui dessine le paysage de nos villes et de nos campagnes. Vous voulez un vélo? Bienvenue chez Decathlon. Pour changer un pneu, allez donc chez Midas. Besoin d'une perceuse? Vous préférez la louer chez Kiloutou ou l'acheter chez Leroy Merlin? Dans tous les cas, c'est la famille Mullier qui encaisse. Si vous n'êtes ni bricoleur, ni sportif, vous faites peut-être partie des 6 millions de Français qui font leurs courses chaque semaine chez Auchan, la star de la galaxie Mullier. Decathlon, Leroy Merlin, Jules, Grosbill.com, Flunch, Saint-Maclou. En tout, les Mullier possèdent une quarantaine d'enseignes. En 60 ans, la famille a bâti un empire dans la grande distribution. Ils sont des serial entrepreneurs. C'est sans doute la plus grosse success story à cette échelle au niveau français et même européen. La famille affiche 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, rien qu'en France. Plus de 90 milliards dans le monde. Comment les Mullier ont-ils réussi? Combien sont-ils? Quelles sont leurs valeurs? Pendant des mois, nous avons cherché à comprendre le fonctionnement très secret de l'empire familial. Monsieur Mullier, s'il vous plaît. Mais nous nous sommes heurtés à des portes fermées. S'intéresser aux Mullier, c'est un peu comme chercher la recette du Coca-Cola. Travailler sur l'industrie nucléaire, ou même celle de l'armement, c'est sensible. Monsieur Mullier, Ne le répétez à personne. Nous avons enquêté sur une famille aussi riche qu'invisible. Les Mullier, la première fortune de France. Des chefs d'entreprise qui ne parlent pas à la presse, il y en a beaucoup. Mais chez les Mullier, le secret c'est carrément un mode de vie. Naïvement au début, pour comprendre la galaxie familiale, nous demandons une interview à Vianney Mullier, le patron d'Auchan, fleuron de l'Empire. Nous écrivons au directeur de la communication. Mais la réponse tarde. On est ma demande d'interview du patron du groupe Auchan, monsieur Vianney Mullier. Votre demande est en cours d'examen, bien sûr, je l'ai transmise. C'est une demande très inhabituelle, comme vous le savez. Email, coup de fil, relance, rien à faire, c'est non. Je vous confirme que le groupe Auchan ne souhaite pas répondre à votre demande d'interview. Alors, nous tentons Arnaud Mullier, peut-être plus disponible. Il vient de quitter la présidence d'Auchan France. Arnaud Mullier, bonjour, je ne suis pas disponible, merci, à bientôt. Pas de chance avec Auchan. Nous essayons avec d'autres actionnaires de la famille. D'abord, Régis Mullier. Monsieur Mullier, bonjour, excusez-moi de vous déranger, monsieur Mullier. Ça ne m'intéresse pas, j'arrête toute conversation. Allô? Monsieur Mullier? Monsieur Mullier? Puis, nous essayons de convaincre Michel Mullier, dont l'unique photo disponible sur Internet est floue. En principe, on ne communique pas. Oui. C'est aussi parmi nos valeurs. Pourquoi d'ailleurs? Pour vivre heureux, vivons cachés, etc., etc. C'est toujours les slogans habituels. Pour moi, le slogan habituel, c'est plutôt ça.
Auchan, vivons mieux, vivons moins cher. Vivons cachés, c'est uniquement pour les muliers donc. Une dizaine de membres du clan contactés, aucun n'accepte notre caméra. Ultime tentative. Nous décidons d'appeler Gonzague Mullier, l'un des plus ouverts de la famille. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez me proposer un petit schéma d'entretien. Ouais. Vous m'écrivez un petit mot et je vous répondrai. Enfin peut-être une ouverture. Alors à Gonzague, nous lui rédigeons une belle lettre. Nous voulons lui parler de la saga Mullier. Une semaine plus tard, voici sa réponse. Pour lui, la saga Mullier n'existe pas plus que la saga IBM, Air Liquide ou Michelin. Gonzague accepte pourtant de nous recevoir. Il habite à Néchin, en Belgique, à quelques centaines de mètres de la frontière française. Voilà. Hop, je ferme ça. Craignant une annulation de dernière minute, au début, nous n'osons pas trop filmer. Monsieur Mullier, comment allez-vous? Ça va. Je m'appelle Nicolas, je vous présente Mathieu. Mon caméraman, vous allez bien? Bon, on va voir s'il est sérieux, votre caméraman. Bah évidemment qu'il est sérieux. Parce que ma femme m'a fait une vie, je peux vous le dire. Elle voulait pas que vous veniez chez moi. Gonzague Mullier, 80 ans. Un paisible inconnu à la retraite? Pas vraiment. Ces magasins vous disent forcément quelque chose. Eh oui, Gonzague est le fondateur de Saint-Maclou, l'une des enseignes Mullier spécialistes des revêtements de sol. On le voit ici en train de caresser de la moquette. Avec nous, l'ex-patron de Saint-Maclou est d'accord pour parler business, mais surtout pas de la famille. Pourquoi on peut pas parler de la famille Mullier en fait? Pourquoi vous ne parlez pas de la famille d'IBM, la famille Peugeot? Mais là, ce qui nous intéresse, c'est la famille Mullier. Il n'y a pas d'intérêt pour le français, la famille Mullier. On se gargarise avec des faux problèmes. Il y a quand même un culte du secret chez les Mullier. Non, ils veulent vivre tranquilles, les gens, c'est tout. Ils veulent pas... ils n'ont pas envie que, quand les enfants vont en classe, on leur dit « Toi, ton papa, il travaille à Auchan, quoi, c'est tout. Hein » Ce serait donc une simple affaire d'intimité. Sur sa famille, Gonzague restera muet comme une carpe. Ce culte du secret est cultivé dès le début de l'aventure familiale. Le clan originaire du nord de la France ne laisse personne ouvrir ses archives. Mais nous avons trouvé quelques vieilles photos, dont ce cliché de 1935. Voici la famille Mullier au grand complet. Le petit garçon qui met ses doigts dans sa bouche, c'est Gonzague. Il est assis sur les genoux de Louis Mullier, patriarche de cette famille bourgeoise et catholique. À cette époque, les Mullier vendent de la laine. Bertrand Gobin a consacré 2 ouvrages à la saga Mullier. Louis Mullier Lestienne est un petit faiseur, besogneux, pétri de bon sens paysan et de rigidité liée à sa morale catholique. Son atelier ne paie pas de mine, ils sont vraiment des industriels de second rang. Jusqu'à ce que la famille crée Fil d'Art en 1943. Magasin spécialisé dans la vente de laine et de collants. Avec Fil d'Art, tricoter toute la mode. C'est le début du succès. Dans les années 60, la famille prend le virage de la grande distribution. Gérard, l'un des petits-fils du patriarche, ouvre une supérette à Roubaix, dans le quartier des Hauts-Champs. Bonjour, je suis Gérard Mullier, président directeur général d'Auchan. Gérard, fondateur du groupe Auchan, a une idée de génie. Faire de l'alcool un produit d'appel. Dans le Nord ouvrier, il démocratise le whisky. Écoutez bien, voici l'une des rares apparitions du fondateur d'Auchan à la télé, à l'occasion des 25 ans du groupe, en 1986. Les hommes, pour les faire venir dans nos magasins, il fallait bien trouver un article qui les intéressait. Alors on a pris le whisky et on a dit on va prendre la même marge sur le whisky que sur la bouteille d'eau. C'est comme ça qu'on a démarré. Les hommes sont venus là? Eh bien écoutez, pour les hommes, c'était vraiment du miel le whisky. Ils sont venus. Ils sont venus. On ne peut pas prendre les mouches avec du vinaigre. Allez, santé pour Auchan. L'enseigne s'impose en France comme l'une des grandes chaînes d'hypermarchés. Fière de ses racines ch'tis.
D'autant que Gérard Mullier a une autre idée de génie. C'est lui qui invente la fameuse galerie marchande, le centre commercial. C'est ce qui va faire le succès de toute la famille, puisque qui dit centre commercial dit enseigne périphérique. Et en permettant à ses frères et à ses cousins de développer qui Flunch, qui Yabi, qui Decathlon, il contribue à ce qu'ils appellent la marche en escadre. C'est une locomotive, l'hypermarché alimentaire, Auchan en l'occurrence, et puis des enseignes spécialisées tout autour. À chaque branche de la famille, son enseigne. Ainsi prospèrent les descendants de Louis Mullier. Fils, petit-fils, arrière-petit-fils, neveux, cousins. Ils sont partis 35. Ils sont arrivés 600 aujourd'hui. Tous actionnaires. Et dans la famille, pour être actionnaire, il y a une condition sine qua non. C'est inscrit dans les statuts de chaque société Mullier. Il faut être obligatoirement descendant en ligne directe de Monsieur et Madame Louis Mullier-Lestienne. Le capital est ainsi entièrement verrouillé par les membres de la famille. Un pacte de sang, un montage unique au monde qui s'appelle le tous dans tout. Le tous dans tout a permis aux Mullier de rester indépendants, de ne pas avoir à s'introduire en bourse. Quand vous êtes un héritier dans la famille Mullier, vous n'avez pas la faculté d'arbitrer votre portefeuille. Est-ce que je veux plus de Leroy Merlin? Est-ce que je veux plus de Decathlon? Non. Tout le monde est actionnaire de toutes les entreprises dans les mêmes proportions. Ils ont inventé le communisme actionnarial? C'est tout à fait ça. On peut véritablement parler de communisme actionnarial. Communisme actionnarial? Je me demande si Karl Marx aurait inspiré les Mullier. En fait, pas du tout. C'est plutôt Jésus la référence. La Bible. Mais surtout un texte en particulier. Ici, sur l'étagère. C'est un livre blanc, le voilà. L'encyclique Mater et Magistra, du pape Jean XXIII. Un texte écrit en 1961. Le document indique très précisément aux catholiques les règles à suivre dans les affaires. C'est quoi l'objectif de cette encyclique? Nous sommes en 1961, la société est en plein bouleversement et l'Église, par la voix de Jean XXIII, veut avoir un discours social concret adapté aux exigences économiques de l'époque. Je lis par exemple affirmer le caractère naturel du droit de propriété privée parmi toutes les classes sociales. Tout ça basé sur les principes qui font l'Église, la dignité de la personne humaine, le bien commun, le partage. Un entrepreneur catholique peut donc posséder et prospérer, mais à condition de partager, notamment avec ses proches. Si nous savons que l'encyclique de Jean XXIII est l'un des fondements du clan Mullier, c'est grâce à une source au sein même de la famille. Cette personne désire rester anonyme, mais un jour elle nous fait parvenir un DVD. Une vidéo, tournée en 2003 par la famille elle-même. Un film exceptionnel qui n'a jamais été diffusé. Selon toi, bon papa, qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la vie? Et pourquoi? C'est la vie. C'est le monde vivant. C'est l'humanité qui vit, qui bouge, qui évolue. On y voit Francis Mullier, l'un des piliers du clan, expliquer les valeurs catholiques de l'empire familial à la jeune génération. C'est Francis qui a rédigé la charte de l'association familiale Mullier en 1991. Ce petit livre rose. Ce qu'on avait suivi, ça a été l'encyclique de Jean XXIII qui date de 1961. Ce qui fait que dans le petit machin rose, on a commencé par dire ça. La propriété privée constitue une incitation au travail, à l'initiative, au progrès, à l'épargne et à la constitution d'un patrimoine. Mais à condition que la propriété soit accessible au plus grand nombre. C'est comme ça qu'on a dit, il faut organiser l'actionnariat, etc., et pour participer à la diffusion de la propriété. L'encyclique du pape Jean XXIII est donc bien au cœur des valeurs Mullier. Des entrepreneurs catholiques, humanistes, charitables, solidaires. Ces valeurs se transmettent au cours des réunions de l'association familiale Mullier, l'AFM. Elles ont lieu 2 fois par an ici à Marc-en-Barœul, dans le nord de la France. Aucun journaliste n'a jamais pu les filmer ou les photographier.
Bonsoir, monsieur. On m'a demandé de quitter le parking. Ils m'ont prévenu que si jamais vous ne partiez pas, c'était la police. C'était juste avant Noël, lors de la dernière réunion de l'association familiale Mullier. Notre visite tourne court. On est loin d'un simple rassemblement familial. Derrière ces murs, les Mullier décident des grands choix stratégiques de leur empire. Nous repartons. Mais notre source interne nous fait parvenir une seconde vidéo. Des images totalement inédites, encore jamais diffusées. Elle date de 2005 et montre l'association familiale Mullier au grand complet, qui fête ses 50 ans d'existence. Voici les 600 actionnaires de Decathlon, Leroy Merlin, Auchan et les autres, en pleine préparation pour la photo de famille. Nous comptons au moins 6 milliardaires et pas mal de millionnaires. Vous avez devant vous la plus grosse fortune familiale de France, 38 milliards d'euros. Les réunions de l'AFM ressemblent à un grand mariage ou à une kermesse. Les cousins-cousines actionnaires trinquent à la bonne franquette, le parfait week-end anti-bling-bling. Mais ils ne perdent pas une occasion de transmettre la bosse du commerce aux plus jeunes. Chez les Mullier, il y a même des acteurs qui osent détourner Cyrano pour compter le génie commercial de la famille. Votre projet est très grand. Très. C'est tout? Oui. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pourrait ajouter bien des choses, en somme. Visionnaire. No parking, no business. Pragmatique. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Inquisiteur. Pensez-vous escadre, mais tous dans tout? Ou décidez-vous seul de faire votre trou? Les week-ends Mullier se terminent toujours le dimanche par une messe. Les valeurs catholiques de la famille, toujours elles, ça colle avec l'encyclique de Jean XXIII. Respect de l'ordre moral ou juridique. Ces valeurs seraient donc compatibles avec la réussite commerciale. Mais vous allez voir que parfois, ces belles intentions ne résistent pas à la réalité. Présent dans 17 pays, Auchan, l'enseigne star des Mullier, a notamment conquis l'Europe de l'Est. En 15 ans, le groupe est devenu le premier employeur étranger en Russie. En Ukraine, Auchan est déjà le numéro 2 de la grande distribution. Mais là-bas, vous allez voir qu'une affaire de corruption a peut-être entaché l'implantation du groupe. C'est vraiment un moment extraordinaire pour Auchan Ukraine. Voici Gérard Gallet, patron d'Auchan Ukraine, en pleine cérémonie d'inauguration d'un magasin en 2014. Vous êtes les meilleurs commerçants d'Ukraine. Bravo! Impeccable le tableau. Un coup de ciseau dans le ruban, le personnel au garde à vous attend le client avec des roses. Pourtant, l'implantation d'Auchan en Ukraine aurait bien mal commencé. En 2007, Auchan souhaite transformer cette usine pour installer son premier hypermarché. À l'été, le chantier est quasiment à l'arrêt. Les autorisations administratives n'arrivent pas. Auchan s'impatiente et fait embaucher sur place un consultant français en BTP pour débloquer le dossier. Nous arrivons à Kiev, la capitale ukrainienne. Depuis quelques semaines, nous sommes en contact avec ce consultant français en BTP. Il nous affirme avoir corrompu en 2007 des fonctionnaires ukrainiens pour le compte d'Auchan. Ce consultant, nous avons rendez-vous avec lui. S'estimant aujourd'hui lâché par Auchan, il accepte de témoigner, d'abord à visage découvert, puis finalement à visage caché pour se protéger. Il raconte pour la première fois la mission très spéciale qu'il aurait accomplie pour Auchan. Qu'est-ce que vous faites pour faire en sorte que ce chantier avance? Dans un premier temps, je rencontre d'abord toutes les autorités compétentes. Je rencontre chaque responsable de l'administration pour avoir cette mise en exploitation. Donc là, on me dit clairement, monsieur, pour aller vite,
on me demande de payer. Combien d'argent vous avez mis sur la table hein? Certainement une somme astronomique pour vous, 4 millions, 4 millions et demi. Et vous devenez quoi alors à ce moment-là? Corrupteur? Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette manière de procéder, aujourd'hui il serait implanté, mais avec peut-être 2 ans de retard. À l'écouter, Auchan aurait été un acteur de la corruption en Ukraine. L'accusation est grave, nous vérifions. D'abord, en interrogeant cet homme. Igor était le bras droit ukrainien du consultant français. Voilà, on est en train d'arriver sur le site du supermarché Auchan. Avant, c'était une vieille usine. Igor a travaillé avec le consultant français sur le site du premier hypermarché d'Auchan. En Ukraine, si vous voulez construire rapidement ce genre de bâtiment, vous êtes obligé de corrompre les fonctionnaires. Sinon, ça peut durer des années. Combien d'argent a été donné pour construire ce bâtiment? Pour ce genre de bâtiment, en général, on doit donner 10 à 20% du prix du projet. Dans ce cas particulier, je crois que Auchan a dû donner pas loin de 30% du prix total. 30% du prix total, soit un peu plus de 4 millions d'euros pour ce premier hypermarché Auchan. Igor confirme ce que nous dit le consultant français. J'accompagnais le consultant français à tous les rendez-vous avec les entreprises sous-traitantes, les fonctionnaires et chez les responsables du gouvernement qui pouvaient nous être utiles. Le français transportait des sommes d'argent en liquide dans la voiture. C'était pour payer les fonctionnaires de la ville, pour accélérer la construction. Du coup, Igor s'improvise garde du corps. Voilà mon pistolet. Ça servait à quoi, ça? À l'époque, c'était pour notre sécurité parce qu'on transportait des sommes en liquide. Nous continuons de recouper nos informations. Nous allons rencontrer un autre acteur clé de cette affaire, l'un des entrepreneurs ukrainiens du chantier. Il s'agit de l'approcher prudemment. Allô? Can you call me back? Un coup de fil le matin, rendez-vous l'après-midi. Va-t-il confirmer les témoignages que nous avons recueillis? Pour ne pas éveiller les soupçons, nous changeons de costume. Celui de chef d'entreprise nous permettra une approche en douceur. Nous voilà fin prêt. Le rendez-vous est fixé dans un hôtel chic du centre de Kiev. Nous entrons avec une caméra cachée. L'entrepreneur ukrainien est assis là, à droite. Pendant plusieurs mois, il a été avec le consultant français l'un des responsables du chantier de l'hypermarché. Nous lui faisons croire que nous voulons construire un local commercial dans le secteur informatique. Notre investissement, 5 millions d'euros, ça devrait lui plaire. Nous précisons que nous sommes très pressés. Si vous avez les fonds et que vous souhaitez avoir les autorisations rapidement, comme la ville de Kiev a besoin d'argent, je pense qu'on peut avoir les documents en un mois et demi. Et ça vous coûtera à peu près 15 à 20% du montant total de votre projet. CQFD. L'entrepreneur propose de corrompre des fonctionnaires de la mairie de Kiev. Nous sommes à peine surpris. Au fil de la conversation, l'atmosphère se détend et nous abordons le cas Auchan. Est-ce que vous pouvez me dire pour Auchan exactement ce que vous avez fait? Pour Auchan, nous avons commencé à réaliser le premier hypermarché et nous nous sommes occupés des autorisations administratives. Vous avez réussi à accélérer les choses aussi pour Auchan? Bien sûr. À l'époque, c'était facile. On s'est arrangé avec les autorisations, on a même fait des fausses factures. Le terrain à bâtir, il n'était pas en règle et Auchan nous a demandé de régulariser tout ça. A posteriori? Bien sûr. Et comment vous avez légalisé a posteriori? Grâce au tribunal. Et ça n'a posé aucun problème? On a payé, c'est tout. En Ukraine, tout se résout avec de l'argent. Selon l'entrepreneur, Auchan aurait aussi construit les bureaux de son hypermarché sans avoir les autorisations de sécurité délivrées par les pompiers.
Comment vous avez régularisé? Vous avez donné de l'argent aux pompiers? Pas de mots, un simple geste, explicite. Et aujourd'hui, les pompiers font comme s'ils n'avaient rien vu. Merci à vous. Sympa, les pompiers. Ils auraient été largement arrosés par l'entrepreneur ukrainien et le consultant français qui travaille alors main dans la main. La preuve, cette lettre que nous nous sommes procurée. Elle est adressée par l'entrepreneur ukrainien au directeur d'Auchan Ukraine en personne, Gérard Gallet. Dans ce courrier, l'entrepreneur explique avoir versé aux pompiers 25 000 $ en espèces pour régler de supposés problèmes de sécurité. Là, on parle de 25 000 $, mais ça, je veux dire, 25 000, c'est vraiment petit. Ça, c'est donner la continuité à la première enveloppe versée. La première enveloppe, c'était combien? 140 000. Et là, il est bien marqué que oui, en effet, c'était versé en cash. Ça, c'est un document qui, théoriquement, ne devrait jamais circuler. Vous ne devriez pas avoir dans vos mains. Le gouvernement ukrainien, s'il a ça dans ses mains, ils peuvent intervenir et faire cesser l'exploitation. Le consultant français précise qu'il plaçait parfois l'argent dans une boîte à chaussures pour le transporter. Dans une boîte à chaussures, nous mettons la lettre, preuve, selon notre source, de la corruption des pompiers. Et nous la présentons à l'officier supérieur qui nous reçoit à la caserne. Lui n'a pas touché d'argent, il vient d'être nommé à ce poste. Il y a une lettre qui parle des pompiers, je voudrais que vous la lisiez, vous allez voir, et vous me dites ce que vous en pensez. Ben, écoutez, dans cette lettre, je vois que les pompiers ont perçu 25 000 $ en cash. Colonel, est-ce qu'il s'agit là, d'après vous, de corruption? De la corruption? Bien sûr que oui. Et ces pratiques sont criminelles. Et moi, je condamne ce genre de pratiques. Est-ce que vous seriez prêt à lancer une enquête sur cette affaire? Je condamne ce genre de faits. Et je peux vous assurer qu'après notre entretien, je vais personnellement diligenter une enquête sur ces événements. Malheureusement, les faits remontent à 2008. Et je ne sais pas si je retrouverai les coupables. Et c'est vrai que les présumés coupables courent toujours. Les pompiers auraient été en haut de la liste des fonctionnaires à corrompre. Notre source a répertorié 13 administrations à arroser, comme on dit. Les pompiers donc, ou encore l'inspection du travail, la police ou le ministère de la Défense. Pour distribuer l'argent discrètement, l'ingénieur français affirme qu'il avait plusieurs techniques. C'est quoi une somme classique que vous sortez? 50 000, 60 000. À chaque fois, c'est des sommes de 50 à 60 000? Non, il y a des sommes qui peuvent être plus élevées, tout dépend de l'administration. Si on parle de pompiers, on est plus aux alentours de 140 000. Toujours en dollars. C'est pas comme dans les films avec des valises, non, ça n'existe pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on rentre réellement dans les administrations. Et comme dans toute administration, on est contrôlé. Selon la somme d'argent, je vais utiliser des emballages différents. Pour une grosse administration, je vais rentrer, je vais avoir un tube avec des plans, et dans ce tube, il y aura mon argent. Je mets l'argent dedans, on passe les autorités, les portiques, sans problème, et on les donne à la personne concernée. En contrepartie, nous remet une simple feuille ou un plan validé avec les tampons et sa signature. Le premier magasin d'Auchan en Ukraine a ouvert en un temps record. Une usine désaffectée à l'été 2007, 8 mois plus tard, un magasin flambant neuf. Reste une question. Le directeur d'Auchan Ukraine, Gérard Gallet, a-t-il eu connaissance de ce système de corruption? Est-ce que ce mode opératoire corrompre pour aller vite est validé par Gérard Gallet, le directeur pays d'Auchan Ukraine? Elle est validée automatiquement par l'ensemble des, des responsables Auchan Ukraine, à savoir bien sûr le directeur, la comptabilité. On me dit, faut qu'on ouvre. Donc les administrations, il faut les payer, tu les payes. Selon le consultant français, Gérard Gallet, le patron d'Auchan Ukraine, serait clairement l'un des donneurs d'ordre. Impossible pour nous de l'affirmer. En revanche, nous voulons lui poser la question. Après quelques coups de fil restés sans réponse, nous nous invitons au siège d'Auchan à Kiev. Est-ce qu'on peut voir quelqu'un de la direction générale, M. Gallet par exemple? Au bout de quelques minutes,
une responsable de la communication vient à notre rencontre. Bonjour, je m'appelle Nicolas Vescovacci, je suis journaliste à Canal+. Monsieur Gallet, si vous pouvez nous recevoir 5 minutes. Ce sera pas possible aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Ce serait possible quand, par exemple? Écoutez, je pense qu'il vous donnera pas de commentaires, donc je pense que le mieux, c'est de voir au niveau du groupe qui, eux, sont habilités à vous répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir. Évidemment, nous avons insisté. Mais essayez donc, vous, de joindre quelqu'un assis dehors en plein hiver en Ukraine. Bonjour, vous êtes en Ukraine. On a passé une bonne partie de la journée à essayer de se réchauffer. Le soir, un dernier coup de fil, en vain. C'était pas Gérard, c'était Mozart. À Kiev, impossible de parler au patron d'Auchan Ukraine. Nos questions sur la corruption demeurent sans réponse. De retour en France, nous sollicitons la direction du groupe Auchan sur ce que nous avons découvert en Ukraine. Aucune réaction. Nous décidons de tenter notre chance à Marc-en-Barœul, lors de la dernière réunion de l'association familiale Mullier. Notre première visite avait tourné court, souvenez-vous. Nouvelle tentative. Cette fois, pas de vigile à l'horizon. Très vite, nous apercevons le grand patron du groupe Auchan, justement, Vianney Mullier. Nous approchons avec une caméra discrète. Monsieur Mullier, excusez-moi de vous déranger. Je me présente, je m'appelle Nicolas Vescovacci, je suis journaliste. Je suis venu vous rencontrer, ça fait des semaines et des mois qu'on essaye de vous rencontrer. Est-ce que vous avez 2 petites minutes à nous accorder? On a des informations vraiment importantes qui concernent votre... informations, ce sont des allégations. On a des informations importantes, notamment sur le développement du groupe Auchan, notamment en Ukraine, en 2007 et en 2008, Monsieur Mullier. Le groupe Auchan aurait corrompu des fonctionnaires ukrainiens. Vous avez des preuves, bien sûr. On a des documents, des témoignages. Des témoignages. Vous voulez que je vous montre une preuve? Je vous montre une preuve. Non. Mais j'ai aussi des témoignages, Monsieur Mullier, sur la corruption en Ukraine. Selon mes informations et selon mon enquête, le groupe Auchan aurait payé 4 à 5... Le groupe Auchan aurait payé 4 à 5 millions d'euros d'argent de corruption pour corrompre des fonctionnaires. C'est totalement faux. C'est faux? Totalement faux. Totalement faux. C'est totalement faux. Vous avez des allégations de gens qui ne sont pas bienveillants, sans doute comme vous d'ailleurs. Ouais. Non, mais je ne vois pas ce que vous faites là. Monsieur Mullier, vous avez... Vous ne rentrez pas. Alors non, alors là... À peine 2 minutes avec nous et puis s'en va. Le groupe Auchan finit par nous répondre une semaine plus tard. Une lettre non signée de la direction de la communication. Sur la corruption présumée en Ukraine, on peut lire ces quelques lignes. Nous n'avons aucun élément qui aille dans le sens de vos affirmations. Et nous ne souscrivons absolument pas à ces accusations qui sont infamantes et diffamatoires, évoquant des pratiques qui contreviennent aux valeurs et à l'éthique de groupe Auchan, soucieux de respecter la réglementation dans l'ensemble des pays où il est implanté. Les valeurs du groupe, encore elles. En tout cas, nous ne sommes pas les seuls à nous intéresser à cette affaire de corruption en Ukraine. Une enquête préliminaire a été ouverte début 2012 par le parquet de Lille, puis transmise au parquet de Paris. Pour l'heure, aucun juge d'instruction n'a été nommé. Voilà des mois que nous enquêtons sur la famille Mullier. Et j'avoue que je commence à douter. D'un côté, des valeurs catholiques fortes. De l'autre, la réalité du monde des affaires. Pour essayer d'y voir plus clair, nous retournons auprès de frère Maximilien. Un autre passage de l'encyclique de Jean 23 nous intéresse particulièrement. Celui consacré à la fiscalité, le paiement des impôts. Ici, Jean 23 a un discours assez clair sur le régime fiscal. Je le lis au numéro 133. Le principe de base d'un régime fiscal juste et équitable consiste en ce que les charges soient proportionnelles à la capacité contributive des citoyens. Chacun participe à sa mesure à la vie de la société. En payant les impôts? En payant les impôts. Et les Mullier, vous pensez qu'ils l'appliquent? Je pense que oui, les Mullier l'ont appliqué. Merci. Eh bien justement non, pas tous. Loin de là. Prenez Gonzague Mullier, souvenez-vous.
le seul membre de la famille qui ait accepté de nous recevoir. Le fondateur de Saint-Maclou vit à Néchin, en Belgique, où il ne paye pas d'impôt sur la fortune. Ici, nous sommes en Belgique et vous payez quasiment pas d'impôt. Écoutez, moi, j'ai jamais été de ma vie un grand fiscaliste. Ça va faire jaser, mais tant pis. J'ai jamais fait une déclaration d'impôt de ma vie. Je suis incapable de le faire. Parce que ça m'énerve. Il y a 40 lignes à remplir, il faut aller chercher tel document ailleurs. Donc, j'ai un peu de misère à répondre à votre question. S'exiler fiscalement, c'était quoi l'objectif, en fait? On a nos amis qui nous disent, tu t'en vas, c'est nous qui payons les impôts. J'ai dit, c'est vrai, mais moi, je continue à entreprendre. Je continue à entreprendre, alors que toi, t'es rentier et tu fais plus rien. Bon, alors moi, j'ai encore les moyens, tandis que lui, il les a plus, quoi. Au moins, c'est clair et assumé. Beaucoup de muliers très fortunés vivent ici, dans la petite ville belge de Néchin. Combien sont-ils exactement? Celui qui connaît bien la famille, c'est Daniel Sénessal, le maire, on dit le bourgmestre en Belgique. C'est lui. Enfin, lui. Et c'est quoi le petit? C'est le petit prince? C'est moi. C'est d'ailleurs le petit-fils de Mullier qui l'a dessiné. Non. Si. Ah, donc vous avez un lien Ben, je vous ai dit qu'il est ouvrier communal ici. Il est peintre ici. Il ne trouvait pas de travail, ils l'ont pris comme peintre. Maintenant, il s'est installé à son compte. En fait, c'est un infographiste. Et je l'ai marié il y a 15 jours. Ça va? Avec toute la famille Mullier ici. On avait dû refaire un peu les peintures de l'église parce qu'il fallait que ce soit un peu de faste. Ouais. Donc... Daniel Sénessal. Bonjour. Ça va bien? Ou le petit blond avec une voiture rouge nous emmène faire le tour de la commune pour compter les muliers. Au plat pays, si on veut voir les choses de haut, pas le choix. C'est le château d'eau ou le clocher. Vous vous sentez de monter là avec moi? Non, bah, faudra bien. Hein? Pendant la grimpette, monsieur le bourgmestre fait les comptes. En tout, 18 familles de muliers habitent Néchin, un peu partout autour de l'église. Les muliers, exilés fiscaux français, ont commencé à s'installer il y a plus de 20 ans dans cette commune rurale de 10 000 habitants. Est-ce qu'ils vous ont un peu envahi, les muliers? Non, pas du tout, pas du tout. Ils se sont parfaitement bien intégrés, mais de par les constructions importantes qu'ils ont amenées dans le paysage néchinois, c'était pas courant et commun. Et donc, quand ils sont arrivés, ça a posé question. Pourquoi des si grandes maisons, avec piscine, avec des haies devant pour un peu les protéger des regards inquisiteurs? Et donc, ça a posé question. Alors, c'est un paradis fiscal, mais sans les palmiers, sans les yachts et sans les hôtels de luxe. Et le soleil. La rue dans laquelle nous marchons est particulièrement prisée par les muliers. Les personnes de la localité l'ont un peu baptisée rue Mullier. Et ça, par exemple, c'est Madame Mullier qui a peint cette cabine électrique. Ça, c'est Madame Mullier. C'est l'épouse de Patrick Mullier qui met son sens artistique à disposition de la communauté. Donc elle vient peindre le week-end de printemps chaque année pour la 4e année. Elle est plutôt talentueuse, Madame Mullier? Elle est talentueuse et en plus très agréable, très conviviale. Bien, résumons. 18 familles de muliers, millionnaires ou milliardaires installés à Néchin pour ne pas payer d'impôts sur leur fortune personnelle. En contradiction majeure avec les règles fiscales de l'encyclique de Jean XXIII. On a tout à coup une folle envie de demander à ces familles si elles trouvent normal de ne pas payer d'impôts sur la fortune en France, alors que leurs enseignes y réalisent au moins la moitié de leur chiffre d'affaires. C'est parti pour notre Mullier Tour. Là, c'est la maison de Jean Mullier. Fortune estimée à 1 milliard d'euros. On n'est pas attendu. Il n'y a personne. On n'a pas vraiment de chance. Ça commence mal. Juste à côté, nous tentons notre chance chez Mariette, l'une des sœurs de Gérard Mullier, le fondateur d'Auchan. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Oui. Je cherche Mariette Mullier. Non, c'est pas ici. C'est pas ici. Son adresse, c'est ici, madame. J'en sais rien, merci.
On a passé tout un samedi après-midi à sonner comme ça, chez d'autres membres de la famille Mullier. Bon, décidément, on n'a pas de chance avec les Mullier. Hein. Surtout que vous allez le voir, les Mullier font encore mieux en matière d'optimisation fiscale. Les membres de la famille ont mis au point un mécano juridique et industriel très complexe pour réduire les impôts sur leurs sociétés. Pour vous expliquer, il nous faut un spécialiste S. Mullier, Benoît Bousmar, docteur en économie. Il habite près de Lille. Il fouille et analyse les comptes des Mullier depuis 20 ans. Qu'est-ce que vous faites? Au quotidien, c'est des chiffres, des chiffres, des chiffres. Mon objectif, c'est d'avoir une vision totale, complète, de toutes les sociétés qui existent. Comme c'est un groupe qui a plusieurs milliers d'entreprises, il faut bien que je les regarde. Et donc, je vais vous montrer un tout petit peu, dans ma petite cabane que j'ai au fond du jardin, l'ensemble de documents que j'ai pu réunir. Benoît Bousmar a écrit les 2 seuls ouvrages de référence sur la fortune des Mullier, à partir des documents accumulés dans cette cabane. Vous avez les sociétés comme Tapis Saint-Maclou, Auchan bien sûr, Decathlon, Leroy Merlin, elles sont toutes classées là. Ce qui est important, c'est comment notre système justement arrive en toute légalité à permettre pour tout un ensemble d'entreprises, dont la famille Mullier, de ne pas payer d'impôts ou d'en payer très peu par rapport à ce que vous et moi payons. Oui, mais alors comment font-ils les Mullier? Comment ça marche? Pour comprendre, au début nous nous sommes dit emmenons l'économiste auprès d'un magasin Auchan, à côté de Lille, avec un tableau blanc. Accrochez-vous. C'est parti. Il faut bien comprendre qu'on a d'abord des magasins. Donc un magasin Auchan, et ça monte vers une première société qui contrôle les magasins comme tels. Par exemple, pour Auchan, c'est Auchan SA. Ok, d'accord. Lui-même contrôlé par Auchan Hyper. Fait remonter l'argent vers Groupe Auchan. Mais Groupe Auchan est lui-même possédé par Au Marché. Ça se complique. Lui-même possédé par Sur Au Marché. Ouh là là. Et contrôlé par les holdings familiaux. Donc le schéma d'argent est très simple. En fait non, on n'a rien compris. Alors reprenons. Comme n'importe quelle entreprise, Auchan paie normalement des impôts sur les bénéfices. Et comme n'importe quelle entreprise, après impôt, Auchan distribue une partie de ses bénéfices à ses actionnaires. On appelle ça des dividendes. En France, il y a un impôt sur les dividendes, une taxe d'environ 35%. Mais pour échapper à cette taxe, les Mullier ont créé un énorme mécano juridique. Ça marche pour Auchan comme pour les autres enseignes. Les dividendes remontent des magasins vers des holdings. Ils remontent, et arrivent tout en haut, dans la poche de la famille, les actionnaires. Pour gérer cet argent, les 600 actionnaires ont créé eux aussi des centaines de sociétés familiales. Retenez que grâce à ce mécano très complexe mais parfaitement légal, les sociétés familiales Mullier ne paient pas 35% d'impôts sur les dividendes, mais beaucoup moins. Et tout en haut, ils payent combien d'impôts? 1%. Donc on est sur 1% d'imposition globale du système. C'est pas beaucoup 1%, dites-moi. Ah non, c'est pas beaucoup, c'est pas ce que vous payez ni moi. Allez, on remballe le tableau. Et maintenant, vous allez voir que pour les Mullier installés en Belgique, c'est encore mieux. Leur société familiale, qui gère les dividendes, bénéficie d'une taxation plus favorable. Tout ça pour des Mullier millionnaires ou milliardaires. Parmi ces milliardaires, vous en avez un qui nous intéresse particulièrement ici, puisqu'on arrive en Belgique, c'est Patrick Mullier. Patrick Mullier, c'est lui? Eh oui, c'est lui. Et qui habite à quelques centaines de mètres d'ici, dans cette rue. Il récupère combien de ce gâteau de la famille Mullier? Alors lui, il récupère à peu près un peu plus de 1,1 milliard sur l'ensemble du gâteau. C'est sa fortune? C'est sa fortune. Et sur ces 1,1 milliard, oui. Combien il paye d'impôts, Patrick? Vous êtes très étonné. Sur le 1,1 milliard et les revenus que ça rapporte, l'imposition de Patrick Mullier, c'est 0. Vous voulez dire que Patrick Mullier ne paye pas d'impôts? Non. 0 € d'impôts, vraiment? Alors on a voulu vérifier. Patrick Mullier habite ici à Néchamps, en Belgique. C'est le fondateur des magasins de vêtements à petit prix Kiabi. Nous nous sommes procuré les comptes de ces 2 sociétés familiales, Sepsi et Saint-Gita.
Bon, en fait, on est venu avec tous les comptes de Patrick Mullier, de toutes ces sociétés. Et M. Bousmar se trompe. Patrick Mullier a bien payé des impôts en Belgique en 2012 et en 2013. 2013, 135 € d'impôts. 144 en 2012. Donc Patrick a bien payé les impôts, sauf que c'est pas beaucoup. Monsieur Mullier, s'il vous plaît. Patrick Mullier, milliardaire. Seulement 135 € d'impôts payés en 2013 sur ses sociétés familiales basées en Belgique. Le plus incroyable, c'est que le député-maire socialiste de Néchin ne le sait même pas. D'après vous, combien Patrick Mullier paye d'impôts sur ce petit milliard installé chez vous en Belgique? Aucune idée, mais alors vraiment aucune idée. Donnez-moi un chiffre. Allez, 500 000 €. 500 000 €. Vous êtes prêts? Oui. Impôt sur le résultat en 2013. Ah, c'est moins cher qu'une taxe en étain-puits, ça. 135 €. C'est quand même pas beaucoup ça, monsieur le bourgmestre. C'est pas beaucoup, c'est moins qu'on puisse dire. Mais du coup, pour développer la Belgique, il faut des impôts et ils n'en payent pas des impôts. C'est plus qu'interpellant, donc il faut vraiment analyser ce résultat et voir aussi, parce que comme il n'y a pas d'impôt pour l'État belge, ça veut dire que nous, les impôts locaux dépendent de ce résultat-là. Ça veut dire qu'en impôts locaux, c'est quasiment zéro. L'homme de gauche, là, il est un peu en colère. Plus qu'interpellé. Plus qu'interpellé parce qu'il faut voir comment on arrive à ne pas payer d'impôts et je suis persuadé en plus que tout ça est très légal. Tout à fait légal. Et donc, c'est l'État belge qui doit s'interroger sur la manière avec laquelle il doit faire rentrer de l'argent dans ses caisses. Est-ce que c'est éthique? C'est pas éthique. Voilà. Puisqu'on n'a pas trouvé Patrick Mullier à Néchin, chez lui, en Belgique, nous partons à sa recherche, de l'autre côté de la frontière, une fois encore à Marc-en-Barœul, à l'occasion du dernier rassemblement de l'association familiale Mullier, celle des 600 actionnaires. Toujours pas invités, nous attendons discrètement sur le parking du centre de conférence. Et là, à la pause cigarette, coup de chance. Nous apercevons Patrick, juste là, en veste bleue. Nous approchons avec une caméra discrète. Monsieur Mullier, je vous montre quelque chose qui vous concerne. Vous avez une holding personnelle basée en Belgique? Non, elle n'est pas personnelle, elle est familiale. Elle est familiale. Sur 1,68 milliard d'actifs, vous avez payé en 2013 135 € d'impôts. À mon avis, on ne voit pas tout là-dedans. 135 € d'impôts, c'est quand même pas beaucoup. Non, c'est... Comment est-ce qu'on peut définir ce truc? C'est partiel, quoi. Mais vous avez... Moi, quand je réponds à mes copains, pourquoi t'es parti en Belgique, je dis, je paye des impôts bien plus que d'autres, parce que j'ai provoqué du paiement d'impôts par un succès commercial. Oui, mais aujourd'hui, monsieur... Ce qui compte, c'est d'investir et de recréer des emplois et de faire en sorte que les gens soient heureux, c'est tout. Oui, mais vous êtes en Belgique et vous ne payez pas d'impôts. Non, c'est une mauvaise interprétation, j'ai pas envie d'en parler. Mais pourquoi? Parce que ça n'intéresse personne. Mais si, ça intéresse les Français. C'est des ragots pour... Mais c'est pas des ragots, c'est vos comptes. On n'est pas des boulimiques, flambeurs, frimeurs, on est des travailleurs. Vous vous rendez compte que les Français se posent des questions sur... Non, ils ne se posent pas des questions, ils se posent des questions sur l'emploi et sur le plaisir au travail. Donc vous justifiez votre exil fiscal par l'emploi? Et vous, votre régalade, c'est vous lécher les babines avec ça. Ferme la porte, on y va. Tu récupères tes... Et nous ne reverrons plus Patrick, exfiltré. De retour à Paris, nous essayons d'identifier toutes les sociétés familiales Mullier en Belgique. Nous en comptons une 60aine. Ajoutez à cela 80 sociétés financières installées en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. D'après les calculs de Benoît Bousmar, près de 15 milliards d'euros d'actifs seraient peu ou pas imposés. Tout cela est parfaitement légal, mais peut-être pas très catholique. Au terme de notre enquête, on se dit que Jean XXIII n'aurait peut-être pas donné sa bénédiction fiscale au Mullier. Alors on a repassé un dernier coup de fil à Gonzague pour lui demander s'il ne culpabilisait pas un peu. Quand on regarde l'optimisation fiscale pratiquée par les Mullier, on se dit qu'il y a un gouffre avec l'encyclique quand même. Monsieur Jean XXIII, est-ce qu'il a déjà tenu une épicerie? Est-ce qu'il a déjà tenu une usine de moquettes? C'est pas le code du commerce, l'encyclique. On n'est pas là pour faire plaisir à Jean XXIII, hein. Paul VI ou n'importe qui. Hein. On est là pour faire plaisir aux clients et puis donner un minimum ou un maximum, comme on veut, de dividendes à nos actionnaires.
L'optimisation fiscale. Nous voulons savoir ce qu'en pense Michel Sapin, notre ministre des Finances. En ce moment, il est souvent à Bruxelles pour essayer de convaincre ses collègues d'harmoniser la fiscalité entre les pays de l'Union européenne. Monsieur le ministre. Vous n'y pas trop, hein? Si. On s'ennuie de vous. C'est ce que c'est, hein? On va vous parler d'optimisation fiscale. Oui, bah, c'est l'air d'être le sujet du jour. Hein. Ah bah pour nous, c'est le sujet du jour. On se met là-bas? On se met là-bas. Des muliers installés en Belgique par dizaines, ça lui parle tout de suite au ministre des Finances. Bon, allons-y. Beaucoup des membres de cette famille, comme vous le savez, sont ce qu'on appellerait en France des exilés fiscaux. Il y a à peu près 15 milliards d'euros, regardez le chiffre qui est là, 15 milliards d'euros d'actifs logés, abrités en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas. Chacun jugera, moralement. Est-ce que c'est éthique finalement? C'est la question qu'on se pose. Chacun jugera éthiquement. Moi, mon jugement, il est tout fait. Je pense que quand on a bénéficié des services publics d'un pays, de son éducation, de son enseignement, de l'ensemble des services publics de santé, quand parfois on revient dans ce pays-là pour se faire soigner parce qu'on est mieux soigné dans ce pays-là, il vaut mieux payer ses impôts, quel que soit le niveau de ses impôts, dans son propre pays. On s'intéresse aux remontées de dividendes. On voit une chose, c'est que quand les dividendes arrivent tout en haut des holdings, eh bien, les membres de la famille Mullier sont taxés à 1%. Vous et moi, actionnaires, on serait taxés à 35 ou à 40%. C'est l'objectif qui est le nôtre, c'est de justement mettre fin à des dispositifs légaux qui aboutissent à des situations aussi, me semble-t-il, à la fois moralement peu compréhensibles et très préjudiciables pour les États concernés, parce que ce sont des recettes en moins dans le budget de l'État français, alors que c'est là que ces recettes devraient aller. Alors bonne chance, monsieur le ministre. Car aujourd'hui, seulement 3 pays sur 28, membres de l'Union européenne, veulent lutter contre l'optimisation fiscale. La France, l'Allemagne et l'Italie. En Belgique, les milliards des Mullier peuvent continuer à se multiplier comme des petits pains, avec la bénédiction du fisc. Que les riches entrepreneurs qui n'ont jamais optimisé leur jettent la première pierre.